something is holding me back. Not anymore. No flow hotter, born like Globetrotter. My flow slaughter, I'm new fire in old water. Style lit, I'm stylish, so style this, I get it. Cool, handsome and smooth. Bienvenue chaque auditeur et auditrice, bienvenue à Culture Soccer. Antoine est finalement revenu de vacances, donc bienvenue Antoine, ça va bien? Ça va très très bien, merci de m'avoir attendu pour le prochain podcast. Et puis ton voyage, ça s'est bien passé? Tout était bien, ouais, je vous conseille si vous avez l'occasion d'aller au Pérou, c'est très très sympa comme pays. Parfait. On vous le rappelle en début d'épisode, n'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts de l'Équipe posée, que ce soit Bola Latina, Les Frequia ou l'AFC Corner. Également, là, si vous êtes plus lecture, les deux magazines sont toujours disponibles à l'unité ou à l'abonnement d'1 an. Toutefois, revenons à notre foot américain. Tout d'abord, là, concernant le podcast, petite nouvelle, mes résumés étant trop exceptionnels sur le site de l'Équipe opposée, là, on a décidé d'abord donner le segment résumé pour Culture Soccer. Non, plus sérieusement, là, pour des raisons de gestion, nous devons cesser les résumés étant un peu trop d'actualité et nous laissant pas trop de marge de manœuvre niveau enregistrement et montage. Donc, pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, là, on va parler de USL. Effectivement, donc l'émission sera constituée du « Il était une fois en Amérique » pour débuter, du segment sujet et débat comme à l'habitude, pour finir avec vos questions. Donc tout d'abord, là, avant de faire le focus USL, Antoine, qu'as-tu pensé dernièrement de la MLS, là, en gros? Comme d'habitude, c'était un peu la surprise, mais j'ai très hâte de voir le derby entre Seattle et Portland, qui est demain, il me semble, parce qu'on enregistre samedi. Ou alors c'est aujourd'hui, je ne sais même plus, mais très hâte de le voir ce week-end. Ça va être un match incroyable et une rivalité, la plus grande rivalité de MLS. Oui, et pour une autre rivalité, moi j'ai bien adoré le Red Bulls NYCFC, là, des matchs comme ça qui agrandissent des rivalités. Ouais, après le 7-0 il y a 2-3 ans, je crois, il fallait une revanche. Mm. Et, Donc, on va immédiatement passer au moment. Il était une fois en Amérique. Donc, on se retrouve de l'autre côté du western. Donc oui, le moment. Il était une fois en Amérique pour aujourd'hui. Là, on va commencer avec celui d'Antoine. Donc Antoine, je te laisse aller. Ouais, aujourd'hui on parle tous les deux de nos deux équipes favoris. D'ailleurs, c'est assez marrant. Moi, j'ai commencé avec mes Sounders, du coup. Parce que récemment, le général manager de Seattle, Garth Flegaway, a parlé dans une interview donnée à la MLS qu'il fallait arrêter de voir Seattle dans les premiers de la ligue en termes de dépenses, mais aussi qu'ils allaient chercher un nouveau joueur désigné cet été en un transfert à 8 chiffres, donc dépassant les 10 millions. Il a dit tout ça dans la même phrase. Donc on peut être un peu perdu et se dire que c'est un peu bizarre, et beaucoup de fans de Seattle n'étaient pas contents d'ailleurs, parce qu'ils ne voulaient pas... c'est normal, c'est toujours été une équipe qui dépense pas mal, qui est dans les premiers. C'est toujours la seule équipe depuis 2009 qui s'est tout le temps qualifiée en play-off, depuis qu'ils sont dans la ligue. Mais donc pour comprendre tout ça, en fait, l'annonce, je trouve qu'elle a fait grand bruit pour un peu pas grand-chose, parce que Seattle reste le même au niveau dépenses et tout. C'est juste qu'ils font doubler. Ils se font doubler par exemple NYCFC ou surtout Atlanta, qui reste quand même une des franchises les plus dispendieuses en termes de salaire et transfert. Il n'y a qu'à voir leur effectif actuel. Mais le LAFC, les Galaxy vont peut-être plus investir dans des grosses stars, voire même DC United, vu qu'on voit en ce moment là qu'ils pourraient claquer 12 millions pour Wayne Rooney. Même si ça comprend les salaires et tout, c'est un truc que Seattle ne ferait probablement pas. Mais ils sont quand même au top de la ligue, même si ils se font doubler par ces nouvelles franchises. Et il faut voir aussi que dans l'effectif de Seattle, il y a quand même beaucoup de hauts salaires, même si des joueurs comme Dempsey ont énormément baissé depuis quelques années. Maintenant, ils touchent plus que quelques millions, 1 million et quelques, je crois, alors qu'avant, ça dépassait beaucoup plus. Il y a toujours l'Odeiro, par exemple, qui touche, je crois, 5 ou 6 millions par an. Et les Kim Ki-hee, les Rodriguez, les Wolf et Krem qui gagnent toujours pas mal. On est la franchise Seattle encore avec le plus de joueurs TAM. Donc, c'est les joueurs qui sont entre les joueurs désignés un petit peu et les joueurs normaux. Donc, on a une base salariale assez importante et normalement un nouveau joueur désigné qui arrive cet été. Donc, je veux dire aux fans de Seattle de ne pas s'inquiéter. Ça devrait aller pour la suite.
Et on parle de salaire d'ailleurs. Sachez que la Ligue a récemment mis en ligne tous les salaires des joueurs de MLS. Ils le font chaque année et ils l'ont fait cette semaine là. Donc allez regarder, c'est assez intéressant. On remarque qu'il y a vraiment des joueurs qui ne gagnent pas du tout ce qu'ils méritent et d'autres qui au contraire gagnent beaucoup trop. Mais voilà, vous devez faire votre interprétation personnelle. Et toi Anthony, où est-ce que tu nous emmènes cette semaine? Eh bien, moi, ça va être une petite introduction là, à notre sujet USL un petit peu plus tard. Mais oui, il était une fois en Amérique. Là, c'est simplement pour annoncer là, que le 10 août, je serai présent à Nashville pour pouvoir affronter avec Nashville la première équipe canadienne à domicile. Donc, j'ai bien hâte et vraiment, là, on va pouvoir voir avec le camp opposé qu'est-ce qu'un match USL avec ses particularités parce que Nashville n'a pas de stade de foot a priori, donc c'est un stade de baseball, vraiment voir comment je pourrais dire ça, les caractéristiques USL et j'ai vraiment hâte de pouvoir aussi parler à la communauté de Nashville et tout, donc ça risque d'être fort intéressant. Ouais, tu nous raconteras bien ton week-end là-bas, ça va être très cool et c'est le premier match USL que l'un de nous deux va voir, il me semble. Oui, moi j'ai jamais eu la chance là. Par contre, tu es allé voir des matchs MLS, non? Oui, à Montréal, puisque c'est dans ma province. Ouais. Donc, c'est ça qui conclut le moment Il était une fois en Amérique. On vous retrouve de l'autre côté de l'interlude pour parler USL. I got a bitch that look like Left Eye. And she be posted on the west side. She always say that that's the best side. So hold up, girl, I thought the best die. I got the gas, she call me Jethro. I hit her up like shorty, let's roll. I hit my plug, he on the west coast. And shit, I heard they got the best smoke. I got a bitch that look like Left Eye. Pour cette deuxième partie de ce podcast, nous allons parler ensemble de la United Soccer League. Ne partez pas tout de suite, c'est aussi intéressant que la MLS. C'est la deuxième division nord-américaine. Et il y a des clubs états-uniens et canadiens, comme en MLS, mais elle a été créée en 2010, même si elle s'appelait USL Pro jusqu'en 2014. C'est une ligue qui a un réel succès depuis son affiliation avec la MLS en 2014 et qui se trouve aujourd'hui au deuxième échelon du système américain et donc officiellement une deuxième division, puisqu'elle est débarrassée de la North American Soccer League, une autre ligue privée qui était aussi division 2, dont on parlait dans de nombreux podcasts et dont il est la chute est racontée dans un article à lire sur le Carn opposé. On y comptait par exemple les New York Cosmos et Miami FC, mais elle va peut-être revenir dans le futur. On verra, on nous en parlera s'il y a des news. Mais aujourd'hui, on va parler un peu de la saison en elle-même de l'United Soccer League avec Anthony qui suit beaucoup plus la ligue que moi. Alors Anthony, déjà, pourquoi est-ce que tu aimes tellement cette division? Oui, eh bien, oui, tu as bien raison. Premièrement, Antoine, même que la NASL est en activité, moi, j'étais plus l'expert USL du podcast et toi plus l'expert NASL. Mais oui, pourquoi j'aime tant cette ligue, c'est qu'il y a vraiment... on sent vraiment la proximité entre les joueurs et les supporters. Ils sont beaucoup plus... on peut beaucoup plus les approcher facilement. On va en parler un petit peu plus tard de qui qu'on a pu interviewer en USL, là. Mais c'est très facile, que ce soit avec les directeurs des communications des clubs ou même avec les joueurs directement là, sur Twitter ou Instagram. Donc, pourquoi j'aime cette ligue, c'est ça me donne l'opportunité de découvrir des nouveaux joueurs et surtout, là, c'est la proximité. Et mon club de cœur est dans cette ligue, le Nashville SC pour le moment. Ouais, avant qu'ils rejoignent la MLS. En effet, comme tu disais, on a fait pas mal d'interviews de joueurs du SL, surtout au début, lors de la première saison de Culture Soccer. Sofiane Tergou, Yann Ekra ou Florian Vallo, qui depuis a commencé à marquer des buts avec l'équipe première des New York Red Bulls. On avait même fait une interview de l'assistant coach Yohan Damet de Cincinnati lors du premier épisode de la seconde saison du podcast. Et donc, ouais, ils ont l'air en effet très accessibles. Toi, tu en fais beaucoup aussi pour ton blog sur Nashville. Oui, d'ailleurs, là, on va travailler pour que les personnes qui ont pu réaliser un entretien avec moi sur mon blog puissent apparaître à Culture Soccer. Ce serait bien intéressant. En effet, ce serait très intéressant pour nos auditeurs. Et on va faire donc vite fait un tour du classement en commençant par l'Ouest, il me semble. Non, l'Est, on va commencer par l'Est. Avec les franchises de l'Est de l'USL. Donc,
Le classement est dominé par le FC Cincinnati, qui est connu pour être la franchise qui a des foules énormes à chacune de ses matchs. Elle avait d'ailleurs mis le record, je crois, pour une franchise USL avec 30 000 spectateurs en US Open Cup l'année dernière, il me semble. Devant Louisville, une ville connue aussi pour avoir un long lien avec le football américain, même pendant la NASL. La NSL des années 80, c'était la ville qui avait une équipe composée avec énormément de joueurs américains. Numéro 3, Pittsburgh, suivait ensuite Charleston, les New York Red Bulls 2, 6e Indy 11, qui était l'année dernière en NASL d'ailleurs, 7e Tampa Bay, un ancien de la NASL aussi, et en 8e le Penn FC. Alors Anthony, déjà, que dire de ce classement? Est-ce que les premiers méritent d'être là où ils sont? En fait, les deux premiers méritent amplement d'être où est-ce qu'ils sont. Par exemple, Pittsburgh, c'est une réelle surprise, mais c'est une surprise méritée. C'est pas par chance qu'ils sont en haut du classement. Par exemple, là, Charlestown, j'ai eu moins l'occasion de regarder, fait que je peux pas vraiment dire si c'est de la chance ou pas. Mais cependant, là, les autres du classement, là, celui que je verrais sauter, c'est le Penn FC. Je pense pas qu'il va rester là tout au long de la saison. Mais pour les 7 premiers, là, c'est tout de même logique, oui. Dis-moi si je me trompe, le Penn FC, c'est une nouvelle équipe, non? Ben, en fait, c'est les anciens Islanders d'Irisburg City, mais au club même, là, ça sent vraiment l'expansion. Romuald Pazer, le gardien français qui a passé, par exemple, par Ottawa dans leur temps en NASL ou dans la seule saison de San Francisco, il évolue au Penn FC et j'ai eu la chance avec mon blog de pouvoir m'entraîner avec lui et vraiment, il dit que c'est une expansion. Ils ont vraiment remis tout à zéro. Le club, là, pour son premier match de la saison à domicile, ils ont dit que c'était le premier match de l'histoire à domicile de la franchise. Donc, c'est vraiment un sentiment d'expansion. Il y a seulement 3 joueurs du club qui ont resté des précédentes saisons. Et tout le staff et même l'administration derrière le club, là, ça a tout changé, là. En parlant d'expansion, comment se débrouille aussi Indy 11, qui est 6e, comme je l'ai dit, et qui est un transfuge de la NSL et qui est donc dans sa première saison du SL? Oui, en fait, Indy 11, là, quelques semaines avant le début de la saison, j'avais très peur. Mais par exemple, là, ça a été une très bonne transition vers la USL. Et eux, là, en termes de joueurs, là, c'est vraiment là, une reconstruction totale. Là. Ils ont pris l'opportunité de changer de ligue pour vraiment changer de visage. Et il reste également seulement 3 joueurs de la NASL. Et comme je viens de le dire, là, quelques semaines du début de la saison, il manquait plusieurs joueurs. Là. L'effectif était très pauvre. Même là, les supporters craignaient le pire pour la saison. Mais par exemple, le Martin Ritchie, le nouvel entraîneur qui a entraîné les Whitecaps, qui a entraîné en Corée du Sud, là, a pu vraiment signer de bons joueurs comme Jack McInerney et Sonny Sahad, 2 anciens de joueurs de la MLS, ou sinon même là, Carl Ouimet, qui a été le premier joueur formé à l'Académie de l'Impact. Et encore une fois, là, c'est un joueur que j'ai pu m'entraîner avec pour mon blog Bleu et Or. Ouais, l'Académie de l'Impact qui, on rappelle, a fermé. Eh oui, Indy 11 aussi. Non, l'Académie n'a pas fermé. C'est Montréal. Ouais, l'équipe réserve, pardon, de l'Impact. Indy 11 qui est aussi 4e en termes d'audience. Il n'y a que 11 000 personnes en moyenne dans le stade, donc assez populaire, l'équipe d'Indianapolis. Oui, mais oui, pour ajouter, là, ça fait, même s'ils ont quand même 11 000 supporters, ça fait tout de même vide parce qu'ils sont dans le stade de la NFL des Colts qui, je pense, peut accueillir au moins 50 000 personnes. Et les autres surprises de cette conférence, c'est qui? Oui, en fait, il y a Pittsburgh, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, là, c'est un peu un Rhinos de Rochester 2.0, une équipe là, qui avait quand même du succès avec deux francophones, dont Sofiane Tergo, mais par exemple, eux, ils ont pas suivi vers Pittsburgh, mais l'entraîneur Bob Lilly des Rhinos a signé à Pittsburgh et a même amené selon moi, ses 2 meilleurs éléments de Rochester, Cristiano François et Bernardo Forbes. Et pour elle, Bob Lilly, sa force, c'est vraiment la défensive. Et Pittsburgh, là, encaisse pas beaucoup de buts en ce début de saison, là. Ouais, parce qu'on le rappelle, les Rochester Rhinos ne sont plus dans la ligue cette saison, en tout cas, ne jouent pas.
Et au niveau des favoris, on imagine que tu vas parler de Cincinnati. Oui, Cincinnati, un des favoris. On sentait que l'année dernière, il manquait un petit quelque chose, quelques individualités pour passer le club à un autre cap. Eh bien, Koch, l'entraîneur, là, a très bien fait en faisant signer Emmanuel Ledesma du Cosmos et deux anciens joueurs du North Carolina FC, Lance Lang et Nasri Al-Badawi. Là, pour vrai, Nasri Al-Badawi, là, c'était un des meilleurs joueurs en NASL là, et ça sera un des meilleurs joueurs en USL. Il fait beaucoup de bien à CFC Cincinnati. Là. Ouais, parce que tu fais bien de le dire, beaucoup de clubs de NASL se sont fait piller, bon, comme la V-League s'est arrêtée, se sont fait piller par la USL pour récupérer les meilleurs joueurs comme Ledesma en effet. Du côté des déceptions, est-ce que tu as des clubs qui te viennent en tête? Oui, en fait, là, j'en ai plusieurs. Il y a Tampa Bay qui, après plusieurs acquisitions, là, Jochen Gaff, Junior Flemings et même Jake Black. C'est une 7e place assez décevante, là, mais je pense qu'au fur et à mesure de la saison, ça va revenir à qu'est-ce qu'on connaît des Roadies de Tampa Bay. Sinon, là, il y a le North Carolina SC qui, selon moi, a vraiment sous-estimé la USL là, en perdant des grosses pointures dans l'effectif. Je viens de le dire, Lance Lang et Nasri Al-Badawi, mais également Brian Sylvestre, leur gardien qui est parti du côté du LA Galaxy pour jouer le rôle de substitut. Là. Mm. Sinon, également, il y a une dernière, là, il y en a quelques-unes autres, mais pour nommer une dernière, il y aurait Charlotte Independence qui a un ami du podcast, Yann Ekra, dans cette formation, mais vraiment la perte d'Enzo Martinez parti au Colorado fait très mal. Ils ont eu un bon début de saison, étaient même premiers dans l'Est durant les 3 ou 4 premiers matchs, là, mais après la défaite face à Nashville 2-0, là, l'équipe n'est plus la même. Là, et je sens que la saison va vraiment être une montagne russe. C'est malgré des bonnes acquisitions comme Cordell Cato ou même Kevin George, deux internationales du Trinidad et Tobago, là, je sens que c'est plutôt une année de transition pour eux. D'accord. Et ben, on sera rendu pour l'Est. Je vais donner vite fait les plus grandes audiences pour l'Est, comme on l'a dit. Donc Cincinnati avec quand même 24 000 en moyenne spectateurs cette saison. Devant Indy 11 avec 11 000 et Louisville avec 7 000. Et du côté des réserves, il y a la réserve d'Atlanta United qui fait quand même plus de 3 500 spectateurs en moyenne. Est-ce que tu sens qu'ils ont aussi les talents que peuvent avoir l'équipe première d'Atlanta qui a beaucoup impressionné lors de leur première année? En fait, l'équipe d'Atlanta là, va être très, très intéressante à voir aller. Je pense qu'au fur et à mesure de la saison, les joueurs vont mieux se connaître. Là, mais Andrew Colton, qu'on a très hâte de voir en MLS, joue pour le ETL2. Donc, pour vrai, cette équipe-là mérite pas son bas de classement. Là. Ils font toujours des bonnes prestations avec même un gardien français, là, Nicolas Caro. Mais oui, vraiment, là, Andrew Colton, Miles Robinson et même quelques vétérans vont certainement jouer en réserve. J'aurais bien aimé voir Ezequiel Barco reprendre forme en réserve, mais, non, ça n'est pas arrivé. On va passer à l'Ouest. Du coup, pour le classement, c'est pour l'instant mes petits chouchous du Sacramento Republic qui sont en première position devant Orange County, les Real Monarchs, le club affilié avec RSL. En 4e position, le Phoenix de Didier Drogba. En 5e position, Sauk Park Ranger, qui est affilié à lui au Spartak Kansas. 6e position, la réserve des Timbers. En 7e, Saint-Louis. Et en 8e, le San Antonio FC. Alors, Anthony, déjà, tu vas me dire un peu qui sont les favoris de cette conférence de l'Ouest? Mais en fait, les favoris à l'Ouest, c'est pas mal toujours les mêmes. Le Real Monarchs, une des meilleures réserves de la USL avec un nouveau stade. Tu en avais parlé dans ton Il était une fois en Amérique avec la péripétie de l'alcool. Mais oui, un nouveau stade. Parmi les grosses arrivées, là, il y a Mastak Acher, un ancien du FC Montréal, qui est arrivé en provenance du Colorado Springs, ou sinon même Colin Ryden de Jacksonville, ou même Michael Chang de Charleston. Donc oui, l'effectif là, commence continue à s'étoffer, là, et je sens que ça va être une grosse pointure comme l'année dernière. Et si il ne s'effondre pas en fin de saison comme l'année dernière, je crois que ça peut aller plus loin qu'un premier tour en série. Par la suite, là, il y a Phoenix qui ont pu limiter les départs et même
faire de grosses arrivées comme Billy Forbes de San Antonio ou même Solomon Asante et Yaf Frimpong qui sont deux Africains là, qui risquent de dominer la USL. Ensuite, là, une dernière, si je pourrais dire un dernier favori, là, c'est Swope Park Rangers, les finalistes de l'Ouest pour la dernière saison. Plusieurs départs, mais des remplaçants qui font l'affaire. Là. Une grosse arrivée, là, selon moi, c'est Hadji Barry, là, qui fait une excellente paire avec Carlton Billmark, qui est tout simplement le meilleur joueur USL en ce moment, avec 7 buts et 2 passes. Donc, oui, là, ces deux joueurs-là, s'ils font une très bonne saison, là, je serais pas surpris de les voir monter avec les Kansas City, soit en fin de saison ou en début de la saison prochaine. Mais donc, tu ne mets pas dans les favoris le numéro 1 actuel du classement, le Republic de Sacramento. Est-ce que c'est pour toi une surprise? Oui, et même le deuxième également, là, mais pour le premier, c'est une surprise. Puisque quelques semaines avant le début de la saison, les choses étaient encore floues. L'ancien coach était parti. C'est un bon club, mais c'est ça. Au début de la saison, là, le club, on sentait qu'il était encore instable. Marc Clementa, là, le pilier de la défense, était parti du côté du Galaxy. Evan Newton, le gardien, était parti du côté de FC Cincinnati. Et Tyler Blackwood était également parti. Donc, j'avais très peur pour eux, là, mais heureusement, là, Cameron Iwaza, qui est le meilleur buteur du club, est arrivé. Et également Josh Cohen, qui est très bon dans les buts. Donc, oui, pour l'instant, c'est une surprise, là, mais s'il continue de bien aller durant la saison, ça va être amplement mérité. On pourra dire que les dirigeants ont très bien fait. Là. Et du côté oui. Tu parles aussi d'Orange County en surprise. Est-ce que tu en as, quelles sont les surprises de cette conférence de l'Ouest? Oui, en fait, depuis quelques années, là, c'était une équipe de bas-fond, mais ils ont vraiment pris une nouvelle dimension depuis que sont rendus les affiliés du LAFC, l'arrivée de Keisuke Honda, là, Keisuke Honda? Oui, Keisuke Honda, là, qui est arrivé dans les propriétaires. Donc, ils ont vraiment pris une nouvelle dimension avec plusieurs grosses arrivées comme Christian Duke ou Nancel Selbold, deux joueurs ayant fait partie des Swope Park Rangers qui se sont rendus en finale 2 années de suite. Là. Donc, oui, je pense qu'Orange County, là, ils peuvent très bien rester en haut de classement, comme descendre quelque peu, mais c'est vraiment une belle surprise et c'est le fun de voir des réserves qui ont du succès, comme les Timbers de Portland, hein, l'équipe réserve, que pour vrai, j'ai pas vraiment d'explication, là, surtout du côté de Portland et de Seattle, les réserves sont toujours un peu instables, mais je crois que c'est vraiment de bonnes performances individuelles de Victor Arboleda, Jeremy Bobice, l'espoir américain, quand on a bien hâte de voir en MLS, ou même là, Augustin Williams. Donc, je crois que les Timbers 2 vont pas rester très longtemps en haut du classement, là, excepté si des joueurs de l'équipe 1 descendent régulièrement, comme qu'on a pu voir Deron Aspria faire le son en USL durant quelques matchs récemment. Là. D'accord. Et tu parlais de Keisuke Honda, qui est propriétaire Orange County. C'est marrant, c'est aussi... c'est un cas qui arrive pas mal en USL. C'est assez plus connu, mais Didier Drogba est propriétaire et en même temps joueur du Phoenix Rising FC. C'est rare, ça. 4e. Donc voilà, je pense que ce soit comme Drogba à Phoenix ou Honda à Orange County, ils doivent espérer peut-être une promotion en MLS pour pouvoir faire plus d'investissements. Mais pour le moment, on va parler aussi des déceptions de cette conférence Ouest. Est-ce que tu en as qui te viennent en tête? Oui, en fait, mes deux principales déceptions sont Oklahoma City Energy et les Tulsa Roughnecks. En fait, pour commencer avec Oklahoma, là, il y a eu peu de départs, mais celui de C.J. Cochrane, parti à Nashville, il a dû encaisser, lui qui avait amené son club très loin en série. Il y a eu un changement d'entraîneur qui porte pas ses fruits avec l'arrivée de Steve Cook. Là. Donc, pour vrai, peu de départs, ça doit être le message du coach qui ne passe pas. Du côté de Tulsa, là, beaucoup de départs de joueurs importants en défense comme Kosuke Kimura, qui était très pédagogue avec les jeunes venant du Fire, ou même Bradley Bourgeois. 2 joueurs partis à Nashville. Donc, au nom de Nashville, je m'excuse pour tout ça. Mais pour vrai, ceux qui les remplacent ne semblent pas faire le boulot. Là, mais j'ai bien hâte de Baguero, le choix de repêchage en première ronde du Fire, joue pour tout ça. Donc, je pense qu'il pourra faire une différence au fur et à mesure de la saison, mais pour l'instant, c'est très dur pour tout ça. Là.
Ouais, j'allais dire que tu n'avais pas encore parlé de Nashville, même en parlant des favoris de l'Est, mais il est venu le temps de parler de Nashville comme de parler des autres franchises d'expansion. Comme on l'a dit, il y en a qui passent de la NASL à la USL, comme Indy 11 et North Carolina, mais il y en a aussi qui sont juste des expansions, comme Nashville, ou qui sont des réserves qui débarquent, comme Atlanta. Est-ce que tu peux nous parler des franchises d'expansion de l'Est et ce qu'elles font jusque-là? Oui, en fait, la vraie de vraie création d'un club, là, c'est Nashville. Mais pour les autres, là, Indy 11, comme j'ai dit un peu plus tôt, là, ils jouent très bien. North Carolina FC, c'est très décevant. Tandis que pour la réserve d'Atlanta, là, on sent que plus que la saison va avancer, plus l'équipe va monter en puissance. Andrew Carton va être très important. Mais pour vrai, là, une équipe qui a commencé complètement de zéro, là, c'est Nashville. Ils sont présentement en 9e place, tout juste au port des séries, là. L'explication pourquoi ils sont en 9e place, ils ont une défense du tonnerre, mais on a senti en début de saison, ça semble se concrétiser, là, mais il y avait l'attaque avait beaucoup de difficultés à marquer des buts, mais avec le temps, là, on sent que Alan Wynn prend du plaisir, Ropapa Mansa également. Donc, je vais vous dire un peu les joueurs clés. Là, il y a Matt Pickens, l'ancien gardien de Tampa Bay, qui est peut-être la cause des malheurs de Tampa Bay. Là, c'est un chef. C'est vraiment un chef pour Nashville. Là. Il y a, je crois, en 7 rencontres ou en 8 rencontres, il a 4 ou 5 clean sheets. Donc, il encaisse très peu de buts. Sinon, Justin Davis, un ancien du Minnesota, qui régale en défense centrale. Il jouait plutôt en latéral gauche du côté de Minnesota, soit en MLS, soit en NASL. Mais vraiment, en défense centrale, il est très bien et des fois, il peut aller en latéral. Sinon, David Edgar, l'ancien de Vancouver, j'avais fait il était une phonèmerie précédemment sur lui. On sent que plus que la saison va avancer, plus qu'il va reprendre forme, puisqu'il a quand même été indisponible très longtemps. Donc, c'est un joueur vraiment de calibre MLS. Donc, plus que la saison va avancer, plus qu'il va monter en puissance. Ensuite, Alan Wynn, là, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. C'est le choix de repêchage du Colorado Rapids, qu'au lieu de cirer le banc du côté du Colorado ou ne pas faire confiance à un prêt du côté de Charlotte, il a décidé de signer à Nashville. Et en ce moment-là, c'est un de nos meilleurs attaquants. Sinon, Ropapa Mansa, qui avait dans le fond, Alan Wynn, il est plus allié droit buteur, ou sinon un vrai buteur, là, c'est Ropapa Mansa, un Ghanéen de 20 ans qui a fait une saison en USL l'année dernière avec Harrisburg City. Il avait marqué 7 buts. Et maintenant, là, c'est un prêt avec option d'achat du Enter Allies FC au Ghana. En ce moment, là, il est déjà à 3 buts en 7 rencontres. Donc, ça va très bien pour lui, là, et j'espère que Nashville va l'acheter à long terme. Donc, c'est pas mal ça pour Nashville. Là, on sent que pour vrai, l'ensemble des supporters et moi-même, là, on serait déçus s'il n'y a pas qualification des séries à la fin de l'année. Parce que même si Nashville est une expansion, ils se sont donné les moyens de pouvoir accéder aux séries. Gary Smith, l'entraîneur, là, on sent que ça peut aller très loin. Là. Ouais, et comme tu parles de supporters, je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de les mettre dans les plus grosses audiences au stade de la conférence Est, ouais, pardon, désolé. Puisqu'ils ont 13 200 spectateurs par match, ce qui est la deuxième de toute la ligue après Cincinnati. Du côté de l'autre conférence, les top niveau stade sont Sacramento Republic en premier, qui dépasse les 11 000 spectateurs à chaque match, suivi des Las Vegas Lights, qui sont aussi une nouvelle franchise dont tu peux nous parler, qui ont quand même 8 000 spectateurs en moyenne. On en a parlé pas mal déjà dans le podcast, mais tu peux nous faire un petit point sur leur saison, ainsi que sur l'autre franchise d'expansion à l'ouest, qui est Fresno. Oui, en fait, là, en parlant en globalité des deux, là, Fresno, 10e position et Las Vegas, 11e position. Les deux expansions font des performances à peu près semblables. Fresno tombe vraiment dans l'oubli, par exemple, avec Las Vegas. Là, personne n'en parle. C'est vraiment Las Vegas qui prend le dessus avec ses lamas, ces joueurs qui se déguisent en mexicain pour le Cinco de Mayo, ou même un coach plus souvent expulsé ou suspendu que présent, puisqu'il a écopé récemment d'une suspension de 7 matchs pour avoir touché un arbitre tandis qu'il était en colère. C'est parce qu'il aime bien fumer sur le bord de la touche comme il avait fait lors de la première expulsion du premier match. Oui, oui.
sa première expulsion au premier match, c'était en premier match amical. J'ai jamais vu un entraîneur se faire expulser en amical. et oui, pour revenir à Las Vegas, plus précisément, là, ils ont une base de la team très forte. En fait, là, Carlos Alvarez est leur meilleur attaquant, ou même Joel Hickey, là, l'ancien international mexicain, est un pilier de la défense de la ville du jeu, là, et c'est même le capitaine, là. Donc, et même rajouté à cela, comme je viens de le dire, un peu un coach flamboyant, et ça fait vraiment Las Vegas. Pour vrai, j'ai rien à redire, là, les propriétaires, même si au début, je trouvais ça un petit peu trop flamboyant, là, ça fait vraiment Las Vegas, et ça nous rappelle la vieille époque de la NASL. Ouais, on l'a dit plusieurs fois, ouais, c'est vrai que ouais, c'est un club qui est assez fantasque et qui fait un peu ce qu'il veut. Mais ça fait du bien, ça rajoute un peu d'histoire et puis ça nous fait à chaque semaine une histoire pour était une fois en Amérique. Ils nous ont aidé pas mal à trouver des petits moments comme ça. Tu vas me dire aussi, dans cette USL, quels joueurs on devrait observer qui pourraient aller en MLS? Si tu as quelques noms dont tu es sûr de voir arriver dans la première division américaine. Oui, en fait, là, les grosses pointures, je dirais Carlton Billmore, des Swoops, Hadji Barry, des Swoops également. Là. Sinon, même Solomon Asante, qui vient de signer, qui a signé au Phoenix, là, je pense qu'il a un niveau de remplaçant en MLS, mais généralement, là, le niveau en USL est quand même assez stable, mais oui, ou sinon les grosses pointures de Cincinnati font une réelle différence. Nazri Al-Badawi, je crois qu'il aurait pu signer en MLS, ou même Emmanuel Ledesma, là, pour Ledesma, là, je crois que c'est un Argentin, donc ça a dû le côté international a dû ne pas pencher dans sa balance. Là. Sinon, là, des gardiens, là, il y a quelques gardiens qui pourraient très bien rejoindre la MLS, comme Evan Newton du FC Cincinnati. Là. Pour vrai, Cincinnati, pour moi, cette année, va être très il va falloir les regarder. Sinon, les joueurs des réserves, là, il y en a toujours que les clubs hésitent. Là. Je pense à Masta Katcher. Je crois que sur le long terme, il pourrait rejoindre la MLS, ou même à Hassan Dam, le défenseur central du Red Bulls. Là. Nashville les a affrontés la dernière semaine, là, et c'était vraiment très solide là, du côté d'Hassan. Ouais, d'ailleurs, tu parlais des clubs réserves de ces franchises MLS. Elles ont du mal à avoir du monde au stade. Récemment, Toronto a eu un match de la réserve, une affluence de moins de 100 personnes, même si des clubs comme Atlanta réussissent à avoir 3 000 personnes en moyenne avec le réserve, c'est pas terrible pour les autres. Est-ce que y a un problème avec ces réserves, justement? Est-ce qu'il faut une seconde division juste pour elles? Ben, en fait, côté développement du joueur, je serais vraiment contre, là, parce que le niveau de la division 2, je crois, est assez fort pour les réserves qui sont logiques, comme les Red Bulls, le Monarchs, les Swoops. Mais par exemple, là, côté affluence, là, c'est vraiment pas crédible pour la USL, et je crois là qu'il devrait aller en Détroit, parce qu'on s'entend qu'une ligue pour bien vivre, il faut qu'il y ait des revenus engendrés. Et je crois que le fait qu'il y ait environ 100 supporters pour un match du Toronto FC n'aide pas le fait que la USL ne soit pas dans les chaînes nationales américaines, même si ça commence à changer avec ESPN. Mais vraiment, là, je crois qu'au niveau crédibilité de la Ligue, il faudrait que les clubs aillent en Détroit, mais niveau développement de joueurs, je crois que c'est ça le but les finaux de la USL, là, développer des joueurs pour la MLS et pour la sélection américaine. Je crois que c'est mieux qu'ils restent en division 2. Là. Ouais, parce qu'il y a une division 3 qui va être lancée par la USL. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, sachant que c'est tout nouveau et que ça a été annoncé cette année? Oui, en fait, là, présentement, là, aux États-Unis, dans la Fédération américaine, il n'y a pas de réelle division 3, puisque la NASL, j'ai des gros doutes qu'ils reprennent leur activité en août. Donc, vraiment, la USL Détroit va être la Détroit américaine. Et il y a déjà 3 clubs de confirmés, là, le FC Tucson en Arizona, le Tormenta FC en Géorgie et le Greenville en Caroline du Sud. Donc, et même là, le président parlait peut-être de pourquoi pas faire des promotions en relégation dans la USL. Et même la USL a acheté des droits de nom pour la USL Championship qui serait la première et la USL League One qui serait la division 3 en fait.
Donc, oui, j'ai très, très hâte de voir et je crois que ça va encore une fois aider le développement américain, de la sélection américaine et juste du jeu américain en globalité, puisque la USL, là, en termes d'organisation, là, c'est une des meilleures ligues aux États-Unis pour l'organisation et la gestion. Donc, je crois qu'une des trois va être assez favorable et je crois pas là, que ça va tourner au vinaigre, toute cette histoire-là. Et un truc qui pourrait peut-être tourner au vinaigre, par contre, c'est la Canadian Premier League, une ligue canadienne qui a été lancée et qui sûrement aura un niveau proche de la D3 ou de la D2. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet canadien? Oui, en fait, là, récemment, là, en fait, pour la semaine là, du 5 mai, là, il y a eu les premières confirmations de clubs. Hamilton, en Ontario, Winnipeg, également Calgary, Halifax, Port City et York City ont été nommés dans les premières villes qui auraient un club de Canadian Premier League. Donc, toujours pas d'Edmonton. Mais en voyant le fait qu'il y ait un club comme Winnipeg et un autre comme Halifax, j'ai bien peur qu'une ligue qui débute, qui n'a pas trop de ressources financières, ça va être des longs déplacements. Là. C'est vraiment d'un océan à l'autre. Et j'ai vraiment peur. J'ai peur que finalement les frais tournent une équipe en faillite très tôt dans l'histoire de la Canadian Premier League. Et on s'entend que quand une ligue est créée et que 2 ou 3 ans après, une première équipe déclare déjà faillite, là, ça sent pas très bon. Ouais, après, les équipes de NASL, par exemple, l'année dernière, devaient se déplacer, par exemple, de Edmonton jusqu'à Puerto Rico. S'ils avaient fait ça, peut-être que la Canadian Premier League y réussira. Même si... Ouais, c'est ça. Et la NASL, finalement, ça n'a pas marché. Edmonton a dû cesser ses opérations. Là. Donc, moi, moi, là, si j'avais été la 15e Premier League, j'aurais déjà fait d'emblée deux associations. Une association Est et Ouest pour limiter les dégâts. Mais c'est peut-être ça qui va arriver. Là. On n'en sait rien sur les classements et tout, là, sur les conférences. À voir donc, ouais, on devrait normalement débuter la saison prochaine ou j'imagine s'il y a problème la saison d'après. En tout cas, certains clubs ne seront plus de USL ne seront plus en MLS à ce moment-là, puisqu'il y a des plans pour monter des équipes en MLS comme Nashville, qui normalement devrait rejoindre en 2019, c'est ça? Soit 2019 ou 2020. En ce moment, ça tourne plus autour de 2020, mais les propriétaires de Nashville ont tout de même partager leur envie là, de clairement vouloir garder une réserve en USL. Mais par exemple, là, un club comme Ottawa, je crois, peut-être pas sur le court terme, mais sur le moyen ou long terme, là, devrait, une fois la 15e Premier League établie, je serais pas surpris de les voir transiger vers la 15e Premier League. Là. Ouais, ça pourrait être sympa, ça mettrait un peu de niveau dans cette nouvelle ligue. Mais donc, en parlant des clubs qui vont monter en MLS, il y a déjà un club qui doit normalement être annoncé bientôt, qui se jouerait entre Cincinnati, Sacramento et Détroit, même si Cincinnati est archi favori. Cincinnati, qui est la plus grosse influence, comme on l'a dit, de USL, est-ce que pour toi, c'est une grosse influence, ça signifie de monter en MLS à long terme, et surtout qui serait dans les plans de tous ces clubs du USL pour monter en MLS, sachant qu'on parle souvent de Phoenix, de North Carolina, de Sacramento ou de San Antonio par exemple. Oui, en fait, là, pour le prochain club qui va monter en MLS, je vois très bien Cincinnati. Même, ils ont fait un communiqué de presse très récemment. Et même avec Sacramento, les instabilités dans le club, je crois même qu'il y a des investisseurs qui ont rebroussé chemin. Donc oui, je crois que pour le prochain, la prochaine expansion, ça va être clairement Cincinnati. Par exemple, pour la prochaine phase d'expansion, là, moi, là, je mettrais un petit 2$ là, sur Phoenix, puisqu'il y a vraiment aucun club dans la région de l'Arizona. Là. Je pense que le club le plus proche est à 500 km et c'est le LAFC. Et les investisseurs ont clairement de l'argent. Je pense qu'il y a un investisseur asiatique, il y a des stars, soit de la musique ou du sport, et même avec Didier Drogba. Peut-être qu'il y a eu des négociations lorsqu'il a rejoint la Ligue, comme David Beckham, que s'il rejoint la Ligue, il peut ensuite faire monter un club en MLS. Donc oui, pour la deuxième phase d'expansion, là, je verrais très bien Phoenix
embarqué dans la ligue et comme deuxième du côté de l'Est, là, Tampa Bay, je crois pas que c'est viable. North Carolina FC non plus. Donc, je crois là pour que la deuxième phase d'expansion aille à l'Est, ça jouerait plutôt du côté soit de Détroit ou Indy 11, mais je crois que Détroit mériterait son équipe puisque l'Indy 11, en ce moment, ils ont un stade d'une capacité de 50 000 personnes et les supporters ne sont pas au rendez-vous. Je crois que si les supporters avaient été présents directement en USL pour montrer une réelle motivation, je crois que ça l'aurait joué dans la tête de la MLS, mais pour l'instant, là, quand ta capacité maximale a quand même monté jusqu'aux quinzaine de mille environ, mais c'est pas assez pour la MLS là, quand on voit que les nouvelles expansions, là, c'est du 20 000, du 50 000, donc non, ça passe pas le coche, là. Ouais, surtout que Détroit et Phoenix sont des villes beaucoup plus peuplées en plus, donc il y a un marché beaucoup plus intéressant pour la MLS que par exemple Sacramento, qui est en pleine Californie et bien qui a beaucoup de voisins qui jouent déjà en MLS. Eh bien, merci beaucoup, Anthony. Je crois qu'on a à peu près fini avec le segment USL. Une dernière petite question. Est-ce que tu penses que Freddy Adu va revenir en MLS, lui qui joue à Las Vegas? Non. Ok, ce sera tout. Ça va conclure notre segment. Comme ça, avec un refus net pour Freddy Adu en MLS. On vous retrouve tout de suite, chers auditeurs, pour vos questions. À tout à l'heure. Donc oui, on est de retour pour les questions. On espère que le moment USL a pu vous renseigner un peu plus sur la USL et ses joueurs. Donc, on va directement continuer avec les questions pour finir l'émission. Donc, la première question est de PSG Seattle. Pourquoi la MLS ne promouvoit pas de tournée en Europe ou pourquoi les clubs de MLS sortent rarement des États-Unis et Canada, à l'exception de la CONCACAF? Eh bien, moi, pour ma part, là, je crois que c'est un peu le syndrome de l'orgueil que tous les Américains ont. Là. Je pense qu'ils ne veulent pas se déplacer pour faire du marketing et tout, par exemple en Europe ou en Amérique du Sud. Et je crois qu'ils aiment beaucoup plus que les clubs européens viennent les voir, par exemple, dans des matchs amicaux avec les All-Star Games. Donc, je pense que c'est beaucoup une question d'orgueil et quand même aussi de calendrier, puisque la MLS évolue quand la saison européenne touche à sa fin. Donc, ça aussi, ça peut affecter le fait que lorsque les clubs MLS ont fini leur saison, eh bien, c'est des périodes assez chargées pour les clubs européens également. Je sais pas, toi, Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a ça, et puis au mieux de conquérir, par exemple, le FC Barcelone quand il vient en Amérique, c'est aussi pour avoir les fans américains. Je crois que les clubs de MLS n'ont aucun fan en Europe, et ils ont déjà, on va pas dire du mal, ça va beaucoup mieux, mais ils ont quand même, c'est pas le sport numéro 1 aux US, donc ils doivent déjà s'imposer aux US avant de partir en Europe pour faire des tournées comme le faisaient les Cosmos, n'empêche, dans les années 80. Mais aussi, oui, il y a d'autres trucs, comme tu as dit, le calendrier, et puis la période où les clubs européens vont en MLS. Si les clubs MLS allaient en Europe pendant leur période d'arrêt de saison, donc en période décembre ou janvier, ce genre de choses, il se passe pas mal de choses en MLS, donc ils peuvent pas forcément voyager partout. Il y a la draft, il y a 5 ou 6 drafts différentes, les effectifs changent constamment. En plus, ça coûte hyper cher. Voilà. C'est un truc, on va payer les avions, les hôtels, tout ça. Et c'est pas quelque chose qui est habituel. Par contre, ce qu'ils font pas mal, cette saison, il y en a pas mal qui l'ont fait, c'est de partir au Mexique pour préparer la CONCACAF Champions. Toronto l'a fait, il me semble. Seattle aussi, je crois. Ou Dallas, enfin bref. Donc pas mal partent au Mexique ou en Amérique peut-être latine pour préparer la CONCACAF. Mais c'est vrai que partir en Europe, c'est un peu beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Ouais, non, et parfois il y en a qui le font comme le Phoenix en USL est allé, je crois que c'est en Amérique du Sud, je me souviens plus du club, là, mais ils ont affronté un club d'Amérique du Sud, donc déjà là, ça montre que si un club veut, il le peut, malgré des moyens assez modiques comme en USL. Ouais. On va passer à la deuxième question. Question de Atmashi Boussouk. Pensez-vous qu'Orlando City est sur la bonne voie pour participer aux séries cette saison?
Et il a d'ailleurs complémenté nos choix de musique. On le remercie beaucoup dans l'émission. Alors, c'est un peu compliqué pour Orlando, mais je dirais oui, largement. En fait, parce qu'ils avaient beaucoup de mal en début de saison et ils sont vraiment repris, surtout en attaque. Les Kleshtan, Meram, Dwyer, ils arrivent bien à combiner. Même le jeune Muller, qui est très bon. Pigno aussi, quand il sort du banc. J'ai aussi un gros plus sur Yotun, qui fait une saison incroyable. Péruvien, il me semble. Il fait une saison assez dingue avec Orlando. Le problème, c'est encore la défense. Sané, ils l'ont payé, enfin que les supporters bordelais le connaissent, ils l'ont payé très cher, mais pour le moment, il a marqué au dernier match, mais c'est pas forcément ça. Et plus en général, la défense d'Orlando, c'est un peu le bazar. Alors, on enregistre ça avant qu'ils affrontent Atlanta demain, donc ils peuvent se prendre une rouste demain, mais je pense qu'ils feront les playoffs. C'est vraiment une assez bonne équipe. Et au fur et à mesure, on a vu Dwyer, je crois qu'il est à 6 buts en 7 matchs ou un truc comme ça. Il revient vraiment en force depuis qu'il est de retour. Toi, t'en penses quoi, Anthony? Oui, eh bien, je crois que la raison du pourquoi le début de saison a quand même été difficile pour Orlando, c'est que les éléments offensifs là, ne se connaissaient pas. Là. Ça allait vraiment, ils ont vraiment fait une métamorphose avec Kleshtan, Maram et même Dwyer. Il fallait qu'il trouve ses touches puisque sa première saison à Orlando n'avait pas été si excellente que cela. Donc oui, vraiment, là, pour Orlando, là, on sent que l'attaque est mise en place là, et on sent surtout que Orlando City Stadium est une réelle forteresse. Donc, je pense que pour Orlando, les séries, pour la première fois de leur histoire, là, pourraient être accomplies. Et si jamais ils n'arrivent pas à se qualifier, là, je me demande qu'est-ce qui manque pour Orlando, excepté peut-être un ou deux éléments défensifs de plus. Là. Ouais, ça, j'avais oublié, mais ils ont toujours pas fait les playoffs. C'est assez dingue quand tu penses à tout l'investissement qu'ils avaient mis avec Kaka. Mais bon, c'est probablement cette saison, je le pense aussi. Ouais, donc on va enchaîner à la troisième question. Quelle est la meilleure façon pour un Européen d'intégrer une équipe de MLS ou de USL? Eh bien, je crois que il y a deux choix, soit que tu réalises une excellente saison en Europe et donc les clubs MLS te veulent, ou sinon, je crois que la meilleure solution, là, c'est d'aller aux États-Unis très jeune, effectuer un parcours universitaire assez remarquable et donc être repêché soit en MLS ou être vu par des équipes USL qui veulent te signer si jamais tu n'es pas repêché. Donc, c'est vraiment, oui, soit que tu es quand même accompli en Europe ou que très jeune, là, tu vas aux États-Unis. Ouais, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, sauf que parfois en France, on voit aussi, il y a des formations, enfin, il y a des sortes d'agents qui viennent en France faire quelques repérages pour envoyer ensuite les jeunes Français dans les universités américaines. Donc voilà. C'est vrai que c'est plus simple d'être bon, comme tu l'as dit, en Europe et de se transférer, puisqu'en plus, les effectifs de USL ou de MLS ont des restrictions au niveau des joueurs étrangers. Donc souvent, une place pour un joueur français est assez chère. Ou sinon, là, avec les bons vieux jeux d'agents, là, les agents peuvent pas mal placer le monde qu'ils veulent quand ils sont assez puissants. Ouais, donc il faut avoir un bon agent aussi. C'est sûr. D'ailleurs, la question venait de Adbounabou. Merci de la question. On va passer à la dernière, celle qui vient de l'habitué du podcast, MLS en folie, Hadi Raphaël, qui lui demande si l'impact est sur une pente ascendante, ou est-ce que la victoire samedi passé n'est qu'un feu de paille. On le rappelle, lorsqu'il a posé la question, l'impact avait gagné 4-2 contre New England, une performance très belle, et tout le monde est en train de s'extasier devant le jeu mis en place par Rémi Garde. Sauf que depuis mercredi dernier, ils se sont fait battre 1-0 par Chicago. Donc c'est un peu compliqué d'en parler, surtout qu'ils jouent dans 4 heures face à Philadelphie. Je pense que Philadelphie, ça devrait passer, ils devraient les battre. Je trouve que c'est très bien contre New England. Jackson Hamel a enfin pu marquer. Je comprends pas c'est quoi le problème avec Jackson Hamel, c'est vraiment un attaquant compliqué, on sait jamais ce qu'il vaut, il est très inconsistant. Mais comme on l'a vu d'ailleurs aujourd'hui, j'ai vu ce tweet passer après qu'ils aient publié les salaires de la Ligue, comme je disais en introduction. Piatti a plus de salaire que le reste, enfin son salaire est plus haut que le reste de l'équipe. Ça montre bien qu'en fait, genre toute l'équipe, c'est Piatti. On va pas se mentir. Même quand Jackson Hamel en a mis 2 contre New England et que Edwards en a mis 1, c'est très bien pour Jackson Hamel et pour Edwards, mais voilà, ça montre que c'est Piatti quand même qui règle tout le jeu. Il est incroyable.
Mais donc, il faut que Montréal continue comme ça. Il faut qu'ils arrivent à combiner même sans Piatti ou alors, voilà, enfin, Piatti fait marquer les autres, c'est bien, mais je sais pas si sans lui, Montréal serait où ce qu'ils sont. Donc, à voir contre Philadelphie cet après-midi. Et il me semble que lundi, pardon, ils enchaînent contre les Galaxies. Ouais, et pour l'Impact, là, c'est comme tu viens de le dire, là, c'est assez chambranlant. Ça risque de passer contre Philadelphie, puisque c'est comme l'Impact, une équipe en difficulté. Là. Et ils sont à domicile, là, mais pour vrai, faut pas trop en attendre de l'Impact cette saison. Là. Je crois que c'est surtout une saison de transition et qu'il y a un nouvel entraîneur que vraiment là, il va avoir une année pour mettre sa patte sur l'équipe et selon moi, l'équipe va retrouver les séries de l'année prochaine, mais peut-être pas cette année. Là. Ça risque d'être la conférence Est est beaucoup trop relevée cette année avec des Atlanta, des Toronto, NYCFC, les Red Bulls, Orlando. Ouais. Je sais pas quelle équipe pourrait être enlevée des séries contre l'Impact. Rajouter à cela Columbus, ça fait déjà un top 6 assez relevé que, selon moi, l'Impact n'a pas le niveau de ces équipes-là. Mais c'est déjà sympa, je trouve, leur début de saison. C'est-à-dire que, ouais, comme toi, je suis d'accord. Il ne faut même pas en fait qu'ils aillent en playoff, si c'est après pour se prendre 5 ou 6-0, quoi, comme l'avait fait San Jose l'année dernière. Je préfère les voir s'arrêter juste avant avec une saison un peu encourageante. Et aussi, c'est bien de voir une saison de transition où tu peux avoir, par exemple, Blackstone Hamel qui marque quelques buts, donc qui se relève un peu, qui commence à assumer son rôle de leader de l'attaque et qui, l'année prochaine, pourrait en marquer beaucoup plus. Même si il va falloir faire vite parce que Piatti commence à vieillir. Mais voilà, je crois que ça clôt un peu notre segment de questions. Si tu n'as rien à rajouter, Anthony? Non, j'ai rien à rajouter. Donc surtout, là, n'hésitez surtout pas à nous donner vos conseils, vos commentaires sur le podcast et également de nous suivre sur Twitter à Culture Soccer, même sur Instagram, Culture Soccer. Là, on va mettre des photos des matchs qu'on va voir et tout, et de nos épisodes du podcast. C'est également là, sur YouTube, sur la chaîne de Lucarne Opposé. N'hésitez pas à aller vous abonner sur cette chaîne. Sinon, là, on peut vous l'assurer qu'on prépare des entrevues très bientôt pour toujours plus vous donner de contenu, et ça va être des entrevues assez... ça va être assez intéressant, je crois. Je l'espère aussi. Donc merci à tous de votre écoute. N'hésitez pas à partager aussi le podcast parce que c'est grâce à vous qu'on s'expand et qu'on a plus d'auditeurs et qu'on est plus ensemble. Vous pouvez poser aussi toutes vos questions sur Twitter pour les prochaines émissions. Merci à tous et à la prochaine. Yeah, so come and take it off from me. Yeah.